C'est un programme qui s'appelle Impact. Alors, c'est un programme Impact, ça veut dire implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et des tensions. C'est un programme qui a été développé avec, donc, en partenariat avec Avocats sans frontières en France, une organisation qui s'appelle Danaïd, Ablogui, c'est l'association des blogueurs de Guinée, et la Reprelsi, donc c'est le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. C'est un programme, j'en parle parce que ça n'a pas été déployé au Sénégal, même si une bonne partie a été conçue dans nos bureaux ici au Sénégal. Et donc, le but, c'était de renforcer les capacités de la population sur la désinformation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les consommateurs de l'information soient les premiers à pouvoir lutter contre la désinformation, à pouvoir avoir des capacités sur ça. Et donc, à partir de là, il a été décidé d'outiller les acteurs de la société civile. On a longtemps pensé que la désinformation, c'était juste une affaire de journalistes. Alors, de base, je suis journaliste de formation, mais la plus grande machine à désinformation ne vient pas des journalistes vraiment, ça vient des gens qui produisent une désinformation quelconque. L'exemple type que je vais donner, c'est le Oubidek, qu'on a tous vu. Genre, on s'est réveillé un jour et des gens ont dit, ok, on a l'information qu'on peut ouvrir une maison et habiter dans la maison et en être le propriétaire. À partir de là, donc, il a été décidé que, bon, ça c'est récent, mais on a 50 000 autres exemples, de former les acteurs de la société civile, que ce soit également des acteurs des médias numériques et des journalistes citoyens. Alors, quand on dit journalistes citoyens, c'est les gens qui pratiquent le journalisme, mais qui n'ont pas qualité pour. Quand je dis qualité pour, c'est, disons, soit pas la formation, qui ne sont pas sortis d'une école, ou qui, dans le cadre du Sénégal, n'ont pas qualité pour, c'est-à-dire n'ont pas la carte de presse pour une raison ou pour une autre, mais qui pratiquent le métier quand même, ou encore de la jeunesse. Et donc, il a été, dans ce cas, décidé de mettre une plateforme sécurisée de vérification des faits sur un serveur privé. Alors, pourquoi un serveur privé? C'est qu'on puisse détacher ça de toute la... C'est-à-dire que... qu'on puisse éviter d'être attaqué par la machine à désinformation. C'est-à-dire que quand il y a la plupart des sites qui luttent contre la désinformation sont attaqués en continu et parce que les gens essaient de les abreuver en désinformation. Et dans ce cadre, donc 80 acteurs de la société civile ont été formés, que ce soit en Guinée et en Côte d'Ivoire, 40, des journalistes, des blogueurs et autres. Et il y a une plateforme donc, qui a été une plateforme publique à côté du serveur privé. Il y a une plateforme publique qui permet de soumettre des trucs. Ça s'appelle impact-platform.org et donc ça permet de soumettre des demandes pour que les gens fassent des vérifications et autres, mais ça concerne que ces deux pays-là. Un autre exemple qui a marché ailleurs, qu'on essaie d'avoir au Sénégal, bon, je ne suis pas très convaincu que ça marche vraiment, mais ça a marché dans certains pays, c'est les lois sur l'accès à l'information. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses qui tombent dans l'univers de la désinformation, c'est parce que les gens ne savent pas où trouver l'information publique. Souvent, c'est une information publique qui doit venir régler ça. L'histoire de Oubidek, si les gens savaient exactement où s'informer pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, on n'en serait pas là. Alors, ça peut marcher quand le législateur, les concepteurs de la loi jouent franc jeu. Une loi, je vois des juristes dans la salle comme Emmanuel, le problème d'une loi, ce n'est pas qu'on la vote, c'est quelles sont les restrictions et les obligations qu'elle pose. Si on vous dit qu'au Sénégal, par exemple, si les gens ils vont demander une loi sur l'accès à l'information, on peut voter. Mais les gens peuvent mettre dans cette loi 50 000 restrictions. Ou en tout cas des exemptions. De dire à l'État, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous considérez que c'est un secret d'État ou si c'est un truc. Et donc, qui choisit que c'est un secret d'État? Ben, c'est l'État. Il peut prendre même de décider que, je ne sais pas moi, le truc le plus simple, de mettre juste le cachet secret, personne n'y a accès. Donc le problème n'est pas d'avoir, la solution n'est pas d'avoir la loi, c'est d'avoir une loi qui est, comment dire, en tout cas qui joue franc jeu, qui est de bonne foi. De ne pas tomber dans le jeu de la mauvaise foi, de dire on vous a fait une loi, vous l'avez demandé, mais en fait de mettre des restrictions, d'empêcher que finalement on se retrouve avec, parfois même dans des situations pires qu'avant. C'est pour ça que je dis c'est un exemple qui a marché dans certains pays, mais qui n'a pas marché dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas joué franc jeu dans ça.
L'autre exemple qu'il y a, c'est au Nigeria, il y a une organisation, faut que je retrouve, pardon. Ok, alors il y a une organisation qui s'appelle Center for Democracy and Development. Eux, leur spécialisation, c'est d'abord, oui, de faire beaucoup de fact-checking, mais de faire également ce qu'on appelle l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très ouverts. Je vois qu'aussi une organisation sénégalaise essaie de le faire. Comment il s'appelle? La Maison des reporters aussi, ils essaient de le faire. C'est que pour l'information, ils montrent, il ne s'agit pas juste de venir dire aux gens, on a vérifié l'information est vraie, elle est fausse, elle est partiellement fausse ou elle est partiellement vraie. Mais ils montrent carrément l'envers du décor. Comment est-ce qu'ils ont travaillé? Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et certains même, comme la Maison des reporters, va même jusqu'à dire combien le travail leur a coûté financièrement. Ça montre quoi? Ça montre aux gens, d'abord, la transparence dans la vérification, ce qui crée une relation de confiance entre le vérificateur et ceux qui l'informent, mais également ce qui fait que les gens savent quel est le processus de vérification et peuvent eux-mêmes s'auto-former et le faire. C'est-à-dire finalement, ils n'ont pas besoin de faire un toolkit, de faire asseoir les gens dans une salle pour leur dire, écoutez, on va vous expliquer comment ça marche. Il y a une autre organisation qui est au Libéria, qui s'appelle iLab. Alors, le Libéria, ils ont deux exemples intéressants. Le premier, c'est iLab. iLab, c'est un laboratoire, en fait, un tech hub. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la montée en capacité pour les gens, pour pouvoir... puisque la désinformation, elle existe depuis avant Internet. Les premiers, dans une recherche que j'avais faite, le premier exemple de ce qu'on pourrait appeler une désinformation, en tout cas utilisé ou théorisé comme outil dans un truc, c'était dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce livre date du 5e siècle en fait, où il disait qu'il fallait manipuler l'information pour avoir l'assentiment des gens, pour pouvoir tromper l'ennemi, ainsi de suite. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remarqué qu'une bonne partie de la machine à désinformation se passe sur Internet. Et leur idée, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est de dire qu'il faut aller informer là où va la désinformation. Le principal problème, c'est quoi? C'est que si je prends un exemple, si on dit, ok, le truc est passé par TikTok, WhatsApp, dans des groupes WhatsApp et autres. Mais quand Ibrahim Lissa Faye, de Presse Afrique, il fait un truc, comment il s'appelle, une vérification et qu'il donne la vraie information, il le met juste sur Presse Afrique. Ça veut dire que l'information ne va pas là où la désinformation a circulé. Ça, c'est un autre problème. Et donc, les gens de iLab, eux, leur idée, c'est ça, c'est d'aller vers ça. On a revu le même exemple en Côte d'Ivoire où un journaliste, lui, ce qu'il fait, c'est que tous les soirs à 20h, il fait un journal radiophonique, entre guillemets, en langue locale. Et il l'envoie dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels il est. Il fait carrément un journal et il l'envoie partout. Et dans la journée, il a vérifié les informations qu'il a vues circuler sur Internet et il dit... Alors, il le fait à titre personnel. Affectivist avait eu un projet comme ça qui s'appelait Mediascoop, mais après qui est un peu tombé parce que ça a demandé énormément de ressources qu'on n'avait pas à l'époque, mais qu'on est sur le point de pouvoir relancer dernièrement, dans notre programme de 2025, ça devrait figurer. Le deuxième exemple au Libéria, et ça ne se fait pas ici au Sénégal, c'est les réseaux d'acteurs contre la désinformation. C'est-à-dire que le Libéria, ils ont plusieurs organisations qui luttent contre la désinformation. Et finalement, les gens sont un peu perdus pour savoir qui suivre. Alors, ils ont créé un réseau, ils ont créé carrément des plateformes. Ils ont une page Facebook unique où tout le monde publie ses résultats. Ils ont un compte Twitter unique où tout le monde publie ses résultats. Et à partir de là, c'est centralisé, les gens peuvent aller consulter là-bas. Ici, au Sénégal, c'est pas uniquement au Sénégal, mais un peu partout en Afrique. Ce qui se passe, c'est que quand il y a beaucoup trop d'acteurs, ça devient beaucoup trop morcelé. Ça devient confus pour les gens de pouvoir... Parce que il faut savoir, par exemple, en tant que journaliste, si on fait une vérification d'information, il ne s'agit pas juste de dire elle est vraie ou elle est fausse. Une information peut être partiellement vraie, partiellement fausse. Elle peut être ceci. Et donc, s'il y a 3-4 vérificateurs qui donnent des résultats différents, si moi je viens dire que c'est totalement faux, alors Ibrahim dit non, c'est pas totalement faux, il y a un truc, ça devient tout de suite confus chez les gens. Pourquoi est-ce qu'on a des résultats différents? C'est peut-être parce qu'on a consulté des documents différents. C'est peut-être parce qu'on a parlé à des personnes différentes. C'est peut-être parce qu'on a eu une compréhension différente de la chose. Le fait de travailler en réseau permet d'avoir une réponse claire
en tout cas, ou même si on finit par être d'accord qu'on peut garder les deux réponses, mais on expliquera aux gens que ça peut être ça, ça peut être ça. Ils seront plus... et ça, encore une fois, ce qui est important dans la lutte contre la désinformation, c'est la relation de confiance que vous établissez avec quelqu'un. Pour qu'il puisse dire, ok, quand je veux m'informer, j'irai voir Presse Afrique, quand je veux m'informer, j'irai voir telle plateforme. Mais dès que vous êtes trois à avoir trois réponses différentes, cette personne enlève sa confiance de tous les trois. Un autre exemple qu'on a, c'est le réseau, ce que j'appelle le réseau des Tchèques, en fait. Vous avez par exemple Guinée tchèque, vous avez Faso tchèque, comme Africa tchèque, Togo tchèque, en fait, qui ont fait un réseau, malheureusement ça n'existe pas au Sénégal, mais qui ont fait un réseau et qui travaillent ensemble à un plan plus large. Moi, je reçois par exemple souvent, puisque j'ai la chance de beaucoup les connaître avec mon travail à Africtivist, je reçois souvent par exemple des demandes pour tu m'aider à vérifier telle chose parce qu'on leur a dit au Sénégal ça. Alors dernièrement, la grosse information, c'est est-ce que l'une des deux dames de Diomaye est la sœur de Marième Faye Sall. Hier encore, j'en ai reçu 3 demandes de vérification. Alors, ça en ce moment, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un compte Telegram russe l'a publié en disant que c'est vrai qu'elles sont sœurs, machin, et donc l'information est revenue plus haut. Ce qui fait que, par exemple, et donc j'en reviens encore à l'exemple de dire il faut souligner l'importance d'avoir ces réseaux. Donc